En direct du Centre culturel Jacques Delors à Moissac, réalisation technique Christopher Poupa, une émission d'Elder d'Almeida, La vie devant soi en live. Ce soir, nous recevons Jean Pellissier. Bonsoir et bienvenue à tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi que vous soyez là. C'est même un privilège. Je me réjouis de vous voir. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent en antenne. Bonne soirée. Alors, je pense que notre invité d'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, il dispense de présentation. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une très bonne opportunité de le découvrir. C'est quelqu'un qui a, depuis plus de 30 ans, travaillé en médecine chinoise. Donc, on devrait dire, pour mettre les choses au bon niveau, docteur. Mais on n'a pas l'habitude, quand on parle des médecines énergétiques, de mettre le mot docteur. On a plutôt l'habitude, quand on parle des médecines allopathiques. Alors, je le dis simplement, merci d'être là. C'est pour moi un privilège d'être à côté de vous. Et bienvenue, Jean Pellissier. Merci, et c'est aussi un privilège pour moi, tout à fait. Alors, on se disait avant, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors, on va parler des choses qui puissent vraiment nous aider à réfléchir et à prendre des nouvelles décisions, et qu'à partir de demain, la venue de Jean Pellissier, elle puisse apporter un changement positif dans votre vie. C'est ça le but, parce que sinon, Jean Pellissier, il a écrit des livres, vous pouvez lire ses livres, il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Mais aujourd'hui, c'est en direct, donc on est là pour partager ce merveilleux moment. Et c'est génial. Alors, Jean, j'aimerais commencer pour vous poser la question. Donc, si jamais ça sort toi, bon, c'est comme ça, parce qu'on se tutoie, j'essaierai de tenir le vous. Et j'aimerais bien commencer pour prendre cette vision. Qu'est-ce qui est la différence ? Parce que on a cette idée que la médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas de la vraie médecine. Donc quand je parle aux gens, ils ont l'impression, oh bon, ça c'est quelque chose. Mais en vérité, Jean Pellissier, c'est diplômé en médecine chinoise. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer là quelles sont les différences ? Malheureusement, en Occident, quand on parle de médecine chinoise, c'est relativement réducteur dans le sens où on a tout de suite le mot acupuncture qui rentre en tête, et puis c'est tout. Or, la médecine chinoise, il faut savoir qu'elle est très très vaste, elle englobe toute la vie, et elle englobe aussi bien le côté curatif que préventif. C'est-à-dire qu'on va apprendre effectivement, dans certaines écoles de médecine chinoise, à devenir acupuncteur, pharmacologue, psychothérapeute, diététicien, chiropracteur, masseur, et quand on est un thérapeute entre guillemets compétent, on doit utiliser toutes ces techniques-là pour traiter quelqu'un. Sauf qu'on occulte là-dedans, dans ces études fondamentales, le côté prévention. Et à la limite, le côté préventif est peut-être plus important, évidemment, que le côté curatif, parce que on va essayer d'apprendre aux gens à ne pas tomber malades. Et on va leur donner des pistes comme cela. Et l'immense avantage de la médecine chinoise, c'est déjà de regarder quelqu'un, de savoir plus ou moins ce qu'il a, et de lui dire, voilà, il faut que tu ailles dans telle ou telle direction, au niveau de ton comportement physique, mental ou émotionnel, et tu vas dans cette direction-là, et à partir de là, tu ne vas pas, dans 2 ou 3 ans, générer une hypertension, générer tout un tas de pathologies, dépression, etc., etc. Et j'ai développé ma passion, justement, c'est d'avoir les bouquins que j'ai écrits et toutes mes conférences, etc., c'est d'expliquer aux gens comment rester en bonne santé. Première chose de la médecine chinoise. Et effectivement, quand la personne a déjà des pathologies, on va se servir du côté acupuncture, digitopuncture, etc., etc. Donc c'est tout à fait complémentaire, ces deux choses. Et en Occident, comme on n'a pas le temps d'apprendre totalement la médecine chinoise, on occulte ce côté prévention. Et c'est ce qui me passionne le plus, entre autres, dans la médecine chinoise. Alors, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que c'est un mythe quand on dit qu'en Chine, si quelqu'un tombe malade, il change de médecin? C'est quand même vrai dans la culture que... C'est pas un mythe. Bon, j'ai arrêté depuis 1 an mes consultations, mais j'ai fait 33 ans de consultation en médecine chinoise. Et c'est vrai que quand on suit quelqu'un régulièrement, si on le voit arriver avec une pathologie, on se sent, nous, responsables,
parce qu'on n'a pas réussi à lui expliquer ce qu'il fallait qu'il mette en œuvre. Et donc on peut totalement comprendre cette mentalité-là, qui est que le patient, le médecin ne faisait pas payer son patient s'il tombait malade, parce qu'il se sentait responsable de cela, quoi. Ok, alors tu parlais de ces 5 volets qui sont la médecine chinoise. Alors, j'aimerais passer l'idée, surtout pour ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent, qui n'ont pas d'image, comment pourrait-on expliquer d'une façon simple ce que c'est l'acupuncture? Donc, on a les idées d'une aiguille qu'on va plus ou moins mettre sur le corps. Mais bon, il y a beaucoup plus que ça. En réalité, il faut savoir que notre corps a des couches de protection. On a des organes vitaux, que sont le cœur, le foie, la rate, le poumon, les reins. Et ces organes vitaux physiques ne doivent être touchés qu'en dernier lieu dans l'évolution d'une pathologie. Et donc le corps a comme ça, petit à petit, mis des méthodes, des protections. Et il se trouve que sur la surface de la peau, on a un réseau énergétique. Ce réseau énergétique, qu'on appelle les méridiens, c'est pas comme cela qu'on appelle vraiment en médecine dans les idéogrammes chinois, mais c'est pas grave. On appelle ça les méridiens. Cette trame énergétique met en relation directement les organes internes avec la surface de la peau. Alors c'est très intéressant à 2 niveaux. Premier niveau, c'est que très très souvent, quand on connaît le trajet des méridiens, on va avoir à la surface de la peau des déformations, des grosseurs, l'apparition de certains signes physiques, visibles ou tactiles, qui vont nous faire dire que, attention, dans quelques années, l'organe vital risque d'être touché, l'organe qui appartient à ce méridien. Mais inversement, on va pouvoir se servir de ces méridiens pour traiter les organes internes. Et on va comme cela, petit à petit. Alors, sur ces méridiens, on va avoir ces fameux points qu'on appelle des points d'acupuncture, qui sont souvent dans des petites cupules ou En Occident, on est trop livresque. Il va falloir comprendre la chose suivante, c'est qu'il va falloir réveiller son intuition. Et quand vous ouvrez un bouquin de médecine chinoise, vous allez avoir l'exact emplacement de chaque point. Quand on a 10 ans, 15 ans de pratique, on n'a pas besoin de connaître le nom du point, on sait exactement où il est, on touche le point, on a la sensation du point, on est sur le point. On est ce qu'on appelle, ce que je développe à l'heure actuelle, à l'écoute de son âme, de son intuition. Et donc, c'est pour cela que, ça c'est une pratique qui ne peut apparaître que quand on a pas mal d'années de pratique, justement. Et alors, quand on va agir sur un point d'acupuncture, sur ce fameux point qui est sur un méridien, on va ou ouvrir un robinet quand il y a trop de pression, ça sera plutôt des points d'extrémité, des points des mains et des pieds, souvent, ou alors tonifier, amener de l'énergie pour que ça circule. On verra plus tard que les grandes causes de maladies, de pathologies. Mais voilà, donc quand on va prendre des points proches, par exemple sur le thorax, sur le tronc, sur le dos, on va souvent chauffer ces points pour amener de l'énergie à ce point. Voilà, en gros, donc, c'est ce relationnel au travers des méridiens, au travers des points d'acupuncture sur ces méridiens qui nous mettent en contact direct avec les organes internes pour les rééquilibrer. Alors, quelles sont les pathologies est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on peut traiter avec l'acupuncture? Or, l'acupuncture, c'est d'une façon générale un outil qu'on peut utiliser en médecine traditionnelle chinoise. Alors, c'est très compliqué à répondre à cette question dans le sens où les pathologies telles qu'on les conçoit en Occident ne sont pas décrites comme telles en médecine chinoise. Il y a autant, par exemple, de cancers que d'individus. Et il va y avoir autant de traitements différents de cancers que d'individus. De même que pour une dépression, de même, quand on lit dans certains livres, voilà, vous avez telle pathologie, vous faites tel ou tel point, ce n'a rien à voir, strictement rien à voir avec la médecine chinoise. Au départ, on doit faire un diagnostic bien précis, on va se servir de l'observation, de l'interrogatoire, de la palpation, de la visualisation, et petit à petit, de son instinct, à force d'avoir vu des gens avoir tel ou tel type de pathologie. Et à partir de là, selon son état du moment, on va choisir une série de points. Un exemple, on peut avoir
5 grands maîtres en médecine chinoise qui vont faire le diagnostic sur une personne. Évidemment, le diagnostic sera identique au niveau de la dialectique de la médecine chinoise. Mais les 5 praticiens vont donner 5 traitements différents pour aboutir au même résultat. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas très pour tous ces livres qui vous donnent toute une série de points pour traiter telle ou telle pathologie. C'est que le b.a.-ba vraiment du profane de la médecine chinoise. Alors, une question qui me vient, c'est est-ce que vous êtes bien avec nous, vous êtes bien là, et j'espère qu'à la maison aussi, parce que des fois j'en vois quelques-uns qui s'endorment, c'est pas le cas avec toi, donc là ça se passe bien. Alors si on parle, bon, on a quand même déjà parlé de ça, une autre chose que j'aimerais bien comprendre, c'est le côté de la pharmacopée. Alors, quand je pose la question aux gens, ou quand j'interpelle des gens pour savoir quelle est la compréhension qu'ils ont de la pharmacopée, elle est très mauvaise. Bon, alors, la pharmacopée. La pharmacopée, d'abord, on peut s'en servir comme on ne peut pas s'en servir. Ça pose aucun problème. Je pense que nous avions, au Moyen-Âge, avant l'autodafé total, on avait vraiment la sensation et la connaissance profonde des plantes du lieu, entre guillemets. On apprend de la médecine chinoise. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en Chine, même dans la Chine complètement matérialiste actuelle, il existe comme ça des régions spécifiques pour tel ou tel. On avait appris comme ça, avec notre maître, on avait appris 600 plantes de base et 300 formules de base. Et on peut jongler avec ces formules. C'est pas tellement adapté à notre mode occidental. Donc, quand on sent que la personne a confiance en nous, on peut l'amener à se procurer ces produits directement dans des pharmacies chinoises, quoi, je veux dire. Mais on peut vraiment s'en passer. Donc, on jongle avec. Alors, je peux concevoir... Vous savez, le problème, c'est qu'en Occident, à l'heure actuelle, on ne fonctionne que sur la peur. Je m'amuse à écrire chaque mois sur des alicaments, sur tout un tas de fruits. Et la dernière fois, la banane, etc. Si je mettais bout à bout toutes les peurs et les angoisses des gens, d'abord, ils ne mangeraient plus rien, mais plus rien du tout. Et puis, ils ont oublié une chose, c'est que notre corps a une capacité d'adaptation et d'auto-guérison extraordinaire. Mais que la peur est le pire des virus que l'on puisse ingérer, inculquer aux gens. Parce que la peur, ça agit sur l'essence même du fonctionnement de l'organisme, c'est-à-dire l'énergie des reins. Et quand vous émettez de la peur, vous attrapez les pathologies liées à cette peur. Quand vous n'avez pas peur et que vous êtes sûr d'avoir une bonne énergie des reins, eh bien votre corps s'adapte et s'auto-guérit, et heureusement depuis fort longtemps. Alors cette question, elle est vraiment, je te ferai signe avant de commencer. Sinon on va passer toute la nuit à répéter. Alors c'est pour moi une question centrale, parce que l'humanité aujourd'hui, tout ce qu'on voit autour, c'est vraiment pour fabriquer de la peur. Mais la question fondamentale, c'est comment peut-on s'en sortir de la peur? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la réalité réelle de notre vie le jour au jour pour traiter, pour dissoudre, pour aller au-delà de cette peur? Parce que je pense que tout le monde constate plus ou moins qu'on est habité par des peurs. Mais quoi faire pour aller au-delà? Alors, d'abord, une chose, depuis pas mal de décennies, on vous fait croire que dans toutes vos pathologies que vous pouvez générer, vous êtes des effets et non pas des causes. Je m'explique. On va vous expliquer que vous êtes allergique parce qu'il y a le pollen, parce qu'il y a tel ou tel type. Dans une conférence, je m'étais laissé aller et je lui dis, mais si vous connaissez vraiment la médecine chinoise, même la belle-mère peut être une cause d'allergie. Tout peut être allergique. Oui, ça c'est sûr. C'est à partir du moment où vous générez ce que l'on appelle une stagnation de sang et d'énergie au niveau du foie en médecine chinoise, qui est la cause première d'apparition de chaleur le long du méridien, justement de la vésicule biliaire qui se trouve au niveau des sinus, c'est cette cause première qui va faire que les causes externes peuvent avoir une action sur nous. Alors qu'en Occident, on va expliquer qu'il y a le pollen, on va se protéger, on voit de plus en plus des gens qui ont des masques, etc., etc., etc. Ce sont des effets et pas des causes. Alors après, on va leur expliquer qu'en tant que cause, eh bien, il va falloir qu'ils mettent en place ce qu'on appelle une politique d'égoïsme salvateur, c'est-à-dire s'occuper de leur propre corps.
Pas devenir nombriliste, surtout pas avoir peur, parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la peur n'était que une cause d'affaiblissement de nos défenses immunitaires, de notre batterie des reins, etc. Mais tout mettre en œuvre tout au long d'une journée pour pouvoir redonner au corps cette capacité de s'auto-guérir et de s'auto-réguler. Et c'est ces méthodes de prévention donc, que j'apprends aux gens petit à petit. C'est ces méthodes de prévention que nous avait appris notre maître parce qu'il considérait que nous, en tant que praticiens, on n'avait pas le droit de tomber malade pour être crédible vis-à-vis de nos patients. Bon, j'ai 63 ans, ça fait... J'ai pas de douleur, j'ai pas de cervicalgie, j'ai pas de douleur au genou, strictement rien. On sait tout ce qu'il faut mettre en œuvre tout au long d'une journée, sans pour autant se vivre séparé du monde. Hein. On peut vivre totalement dans le monde. Donc apprendre aux gens à concevoir que ce sont des causes et pas des effets. À partir de là, apprendre à recharger leur batterie. Et quand leur batterie est bien rechargée, eh bien, se met en place cette auto-adaptation, cette auto-guérison, cette confiance en soi, cette non-peur. Il faut éradiquer toute peur. Voilà, quel que soit. Un jour, je peux expliquer ça. Un jour, je parlais devant 250 personnes et à un moment, je sors mon portable et il y a une personne qui se lève et qui me dit « Monsieur, vous n'êtes pas crédible, vous avez un portable dans votre poche. » Ce à quoi je lui réponds, écoutez, vous avez tout à fait raison. Si vous avez peur de ce portable dans la poche, il faut absolument l'enlever parce que votre peur va focaliser toutes vos peurs de stress, de cancer, etc. sur la zone où il y a votre portable. Hein. Mais ceci dit, vous avez réalisé, monsieur, qu'il y a 3000 personnes dans cette enceinte-là et qu'il y a 3000 portables ouverts. Donc partez vite, 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 parce que là, vous êtes bombardé de rayons. Notre corps est capable d'adaptation extraordinaire. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on en reste toujours au niveau du matériel, de la symptomatologie mécaniste en Occident. Or, c'est le mental qui gouverne toute l'apparition de nos pathologies internes. C'est le grand plus de la médecine chinoise, justement. Alors ça, c'est vraiment passionnant et c'est le domaine qui me passionne le plus. C'est cette compréhension entre l'âme, l'esprit et le corps. Wow. Alors le mental, il est le grand générateur de la plupart des pathologies. On peut l'accepter ou pas, mais c'est de plus en plus évident. Alors essayons d'expliquer les choses très simplement. La force de la médecine chinoise par rapport à la médecine allopathique qui a relativement séparé mental, émotion en réservant ça au cerveau et du reste du fonctionnement des organes, en médecine chinoise, tout cela est totalement intriqué. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'on est en train de découvrir à l'heure actuelle certaines cellules dérivées de cellules nerveuses au niveau des organes vitaux. Et on commence à se dire, mais peut-être qu'un organe est pensant, peut-être qu'il y a quelque chose qui se produit au niveau d'un organe, au niveau des émotions. Mais en médecine chinoise, comme d'ailleurs toutes les médecines traditionnelles, que ce soit la médecine indienne et bien d'autres médecines traditionnelles, tradition dans le vrai sens du terme, hein, et pas dans le terme galvaudé à l'heure actuelle, eh bien, on le savait, mais combien de fois en cabinet, j'ai eu des professeurs de faculté qui sont venus me voir en cabinet, j'ai eu des médecins qui sont venus me voir, mais c'était souvent des quinquagénaires, sexagénaires qui avaient 30 ans, 40 ans de bouteilles de carrière, et quand je leur tenais ce langage de l'interaction du mental et des émotions, ils étaient épanouis. Ils disaient, mais je comprends maintenant comment on peut se créer pas à pas un cancer. J'en avais l'intuition, mais maintenant on le dit avec des mots. Hein. Alors prenons un exemple. Quand on vous dit que la colère en médecine chinoise est à mettre en relation avec le foie, hein, eh bien, on va tout à fait comprendre que quand on va avoir une certaine hygiène de vie qui met le foie en tension, eh bien, vous allez être de plus en plus tendu, nerveux, coléreux. Bon, après, on va vous expliquer qu'il y a deux types de colère. Il y a les colères extériorisées. Quand la personne se met en colère tout le temps, ça sera plutôt le côté hypertension, qu'on pourra créer pas à pas. Mais il y a la colère la plus pernicieuse pour l'organisme, la plus dangereuse, c'est la colère intériorisée, parce que c'est elle qui va générer des stagnations. C'est la première cause, entre guillemets, ce serait un raccourci de raccourci que je vous fais là, mais c'est la première cause du cancer du sein à gauche chez la femme.
la stagnation de sang et d'énergie liée au colère intériorisée qui génère ce blocage au niveau du foie, etc. Et donc, nous, en médecine chinoise, quand on fait un diagnostic, on est obligé de faire ce parallèle permanent entre mental, émotion et physique. Voilà. Alors, il y en a beaucoup d'outils déjà en médecine chinoise pour aider à apaiser le mental. Donc, vous avez l'opportunité, je vous invite à réécouter une émission que Jean Pellissier a fait avec moi. Donc, elle est disponible sur le site de la radio, www.radiodoc.org, où on parle beaucoup de la respiration et de côté de prévention. Donc, je ne voudrais pas revenir sur un sujet qui en plus est disponible pour tout le monde, mais j'aimerais quand même toucher ce qu'on appelle un des piliers fondamentaux, c'est la diététique. Alors, la diététique en médecine chinoise, je me souviens très bien, on s'est parlé au téléphone, et quand j'ai proposé de manger, la réponse c'était, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Et Jean Pellissier m'a répondu, non, c'est considéré jour de fête, on peut manger comme tout le monde. Alors, j'aimerais bien prendre ce sujet et passer ce message. Alors, on va essayer de... C'est un tour de force, hein, de faire un stage de diététique de 24 heures en 10 minutes, en 7 minutes. En 7 minutes. En 5 minutes, 7 minutes. En gros, si vous voulez, la diététique occidentale elle est trop quantitative. On va peser les aliments, on va voir les calories, les machins, etc., le nombre de vitamines, d'oligo-éléments. Et ceci dit, les gens, pour vivre centenaire avant, j'entends par centenaire ceux qui avaient la connaissance. Ceux qui n'ont pas la connaissance, eh bien évidemment, vont mourir plus tôt. Je parle des civilisations traditionnelles. Hein. Par contre, effectivement, quand un médecin a la connaissance et qu'il applique ce qu'il enseigne, eh bien, il arrive à avoir une certaine longévité. Et alors, nous, on va être beaucoup plus global dans cette diététique. On va considérer, par exemple, très très rapidement, qu'il y a deux types de diététique. Il y a la diététique des jours de fête et la diététique quotidienne. Les jours de fête, eh ben, c'est obligatoire d'avoir cette diététique-là parce qu'elle émoustille un peu l'organisme et puis elle vous met en état de fête, de joie, etc., etc. C'est-à-dire avoir une diététique totalement monotone au quotidien, eh bien, ça génère des stagnations et ça agit sur le mental de façon négative. Hein. Et on doit faire de temps en temps la fête. Sauf que dans un mois de repas, vous avez 60 repas, entre le repas de midi et le repas du soir. Et donc, on dit en médecine chinoise qu'on devrait faire 8 à 10 repas de fête dans le mois. Génial. Sauf que les 50 autres repas doivent être diététiques. Et quand on sait ce qu'est un repas diététique, eh bien, en réalité, on fait 40 repas de fête dans le mois. Quoi. Voilà, c'est ça le problème. Et alors après, ces repas diététiques, eh bien, on va opter pour des règles. Et j'avais comme cela édicté 9 règles. Le chiffre 9 est un très très bon chiffre. Et donc il y a comme cela 9 règles. Et quand on applique ces règles-là, on devient le chef d'orchestre de son bol alimentaire. On sait exactement comment faire un bon repas diététique. Alors une chose ou deux que j'ai appris avec vous, c'est qu'il ne suffit pas de manger des bonnes choses. Il y a quand même au niveau des organes le logiciel rate-pancréas qui joue un rôle prépondérant sur ce qu'on va manger. Alors en gros, on pourrait dire que la diététique englobe 2 organes fondamentaux. La rate-pancréas, qui est le chef d'orchestre de la digestion du bol alimentaire, et l'énergie des reins, qui, elle, peut être mise à mal si on ne sait pas boire. Or, la boisson, la quantité de liquide qu'on ingère, fait partie directement de la diététique. Hein. Quand vous voyez, tout à l'heure, avec mon épouse, on était sur une terrasse en train de manger, et la personne d'à côté, vous la voyez se prendre 2 canettes de coca, bon, bah, ok, mais ou alors une demi-bouteille de vin, mais pour se donner bonne conscience, elle se prend 3/4 de litre d'eau à côté. Résultat des courses, dans un même repas, elle s'est pris 1 litre de liquide, ce qui est une vraie catastrophe au niveau diététique en médecine chinoise. Hein. Donc, la rate pancréas, c'est le chef d'orchestre de la digestion du bol alimentaire. On peut avoir la meilleure diététique du monde, opter pour toutes les règles de diététique. Évidemment, il vaut mieux l'avoir, cette bonne diététique-là. Mais si vous avez un déséquilibre au niveau de l'énergie de la rate pancréas, alors quand on parle de rate pancréas, ne voyez pas la rate en tant qu'organe. On parle
J'aime bien parler du logiciel organe, ça fait un peu moderne. On parle de toutes les symptômes, la symptomatologie proche et à distance liée à cet organe-là. Et quand cet organe est déséquilibré, eh bien, il n'arrive plus à jouer son rôle de garde-triage. Quand vous avez des aliments qui rentrent dans la bouche, il y a tout un tas d'ordres qui sont donnés justement par ce logiciel entre parenthèses par la salive, à condition que vous mastiquiez, évidemment, que vous mâchiez sur votre bol alimentaire, pour exactement donner la quantité de sucre pancréatique, de sucre biliaire, d'acide au niveau de l'estomac, etc., pour bien digérer ce bol alimentaire. Mais si ça ne se produit pas, eh bien, vos aliments, même très bons, vont continuer à vous tuer. Je veux dire par là qu'on peut avoir la meilleure diététique du monde et quand même tomber malade. Et ça, il faut aussi vraiment le comprendre, dans le sens où très souvent les gens focalisent leur santé uniquement sur la diététique, et on voit qu'ils deviennent de plus en plus extrémistes de la diététique, à s'enfermer dans un carcan, à ne plus à vouloir être invités, à avoir peur de tous les aliments qu'ils prennent, alors qu'en réalité, ils sont pleins de colère intériorisée, et que si on traitait cela, eh bien, il y a plein de choses qui finiraient par les rendre en bonne santé. Hein. Donc la diététique est très importante, mais ce n'est un pan des méthodes de prévention. Hein. Voilà. Alors on pourrait dire que la diététique, la gestion des émotions, l'hydratation qui appartient à la diététique, c'est déjà beaucoup. C'est énormément, énormément. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. Quand je fais ces conférences et ces cours sur la diététique, je mets en avant au niveau de la diététique cet énorme écueil, cette grande faute que l'on fait depuis des décennies en Occident par rapport à l'hydratation. On boit beaucoup trop de liquide. Un individu normalement constitué ne devrait surtout pas boire plus que 1 litre de liquide, tout compris dans la journée. J'ai fait une conférence comme cela que j'ai mise sur YouTube il y a quelques années. Il y a 50 000 personnes qui ont vu cette conférence sur YouTube. Il n'y en a pas un qui a pu dire le contraire par rapport à la démonstration que l'on peut en faire en médecine chinoise. À condition, ce litre de liquide, c'est de ne pas jouer au chameau, c'est-à-dire de boire beaucoup le matin au petit-déj, de plus boire toute la matinée, de boire au repas de midi, de plus boire. Non, la vraie règle, c'est boire en petite quantité fractionnée, jamais un gros bol d'un seul coup, donc pas se faire piéger le matin au petit-déj, et éviter de boire pendant les repas, parce que quand on a salivé normalement par une bonne mastication, on a déjà 1 demi-litre de salive uniquement dans l'estomac. Et quand on va boire beaucoup, je ne parle pas du bon petit verre de vin rouge qui peut permettre de digérer quand on a une fatigue, etc. Mais quand on boit beaucoup pendant un repas, on dilue tous ces sucs gastriques et donc obligatoirement on va mal digérer, ou tout au moins on va dépenser inutilement de l'énergie qui aurait pu servir à d'autres choses pour le bon fonctionnement du corps. On pourrait dire que les Touaregs sont un bon exemple de hydratation. Absolument. Et j'ai eu la chance de faire traverser. Je pourrais plus trop le faire là, à l'heure actuelle, mais j'étais dans le sud algérien et j'ai fait une traversée de désert avec les Touaregs. Et quand on les regarde fonctionner, ils ne boivent pas plus qu'1,5 litre à 40 degrés dehors, mais ils boivent que du thé vert à la menthe chaud et les petits verres en petite quantité. C'est des cérémonies de thé à chaque fois. Alors à tout cela, on peut rajouter aussi tout ce que c'est le mouvement physique. Alors, si vous voulez, c'est le 3e pan de la trilogie de la prévention. Le premier pan, c'est la gestion des émotions, c'est le plus important. Le 2e pan, c'est la diététique, effectivement. Et le 3e pan, on va dire, c'est le mouvement, il faut que ça circule. En gros, il y a 2 causes de pathologie chez nous, en Occident. La première cause, c'est ce que j'appellerais l'abaissement, la décharge de la batterie des reins, de l'énergie des reins. Alors, en Occident, on commence à comprendre cela, et on parle de défense immunitaire. Mais c'est très réducteur, les défenses immunitaires. Pour nous, en médecine chinoise, ça va bien au-delà de simples défenses immunitaires. L'énergie des reins va gouverner l'immense pouvoir, comme je disais tout à l'heure, d'adaptation de l'organisme et d'auto-guérison de l'organisme. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, mon père était chirurgien, et j'aurais pu être dans la chirurgie, effectivement, à 17 ans, je l'ai aidé à opérer, etc., etc. Mais ce qui me turlupinait, c'est de voir quelqu'un de malade. C'est pas par peur, pas du tout par peur, mais je me disais, c'est pas normal que quelqu'un tombe malade. C'est pas normal qu'une horloge
tombe en panne. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est mis dans l'horloge, quoi. Hein. Et alors, ça m'a donné envie, et quand j'ai commencé à étudier avec mon maître, le professeur Léon Coquen, la médecine chinoise, j'avais commencé en 75-76, et j'ai eu le déclic, et je me suis dit, ça y est, j'ai compris, et c'est là, dans cette voie-là que je vais aller expliquer aux gens, c'est que cette batterie des reins est capable de vous auto-guérir en permanence, de vous auto-réguler en permanence. Et elle est aussi capable d'adaptation. Donc, en plus, le problème, c'est que cette batterie gouverne la confiance en soi et la peur. Hein. Tout est fait en Occident à l'heure actuelle pour vous faire perdre votre confiance en soi. Bon, j'irai pas plus loin dans ces questions philosophiques parce qu'on va pouvoir dire que c'est peut-être fait exprès pour tenir un peu les gens tranquilles et pour vous générer des peurs et des angoisses en permanence. Tout est fait par rapport à cela pour abaisser cette énergie des reins. Hein. Donc, ce que j'explique aux gens, c'est qu'à partir du moment où vous rechargez cette batterie à bloc, votre corps s'adapte en permanence et s'auto-guérir. C'est-à-dire que votre corps va vous balancer, et c'est là un autre point, un autre aspect fondamental en Occident. Vous avez mal de tête, vous avez un petit torticolis, vous allez tout de suite prendre un médicament pour calmer cela. Or, si on se disait, tiens, mon corps a comme possibilité de balancer à peu près 500-600 symptômes, signaux d'alarme, que ce soit des symptômes physiques, mentaux ou émotionnels. Une insomnie passagère, une douleur passagère à un endroit, un mal de tête passager, une douleur passagère, tout cela, c'est ton corps qui est en train de te dire « Et tu devrais, je te balance ce signal d'alarme là, mais tu devrais faire attention à ce signal d'alarme. Ne l'occulte surtout pas. Remets en pratique tes pratiques quotidiennes de faire circuler le sang, l'énergie, respiration, etc., etc. Et tu verras que ce symptôme va disparaître tout seul de lui-même. Hein. Ça, c'est le fondement de la médecine chinoise. Donc, la première cause de pathologie, c'est affaiblissement de la batterie des reins. Et la deuxième cause fondamentale, c'est la stagnation de sang et d'énergie dans le corps. Dans le corps, tout doit circuler librement. Et il y a la circulation artérielle, veineuse, lymphatique, nerveuse, la circulation des liquides interstitiels entre eux, la circulation des liquides à l'intérieur d'une cellule, de la paroi, la circulation énergétique au niveau des trajets des méridiens, tout ça doit circuler librement. Et dès qu'il y a un endroit du corps, que ce soit au niveau organique interne, au niveau des organes vitaux, ou alors aux surfaces de la peau, dès qu'il y a une douleur, en réalité, c'est qu'il y a un problème de stagnation. Dès que ça stagne, dès que le sang et l'énergie, on englobe, en médecine chinoise, on va appeler ça stagnation de sang et d'énergie. Dès que ça stagne à un endroit du corps, eh ben, ça va générer la trilogie que l'on connaît en physiologie occidentale, rubor, calor, dolor, c'est-à-dire de la rougeur, de la douleur et du gonflement. Un rhumatisme, c'est une stagnation. Une douleur au genou, c'est une stagnation. Une migraine, c'est une stagnation de sang et d'énergie. Une douleur au ventre, c'est une stagnation. Et alors, si on arrive par des méthodes à faire circuler en permanence ce sang et cette énergie, eh bien, si on n'a plus de stagnation, on n'a plus de maladie et plus de douleur. Et voilà, dans le meilleur des cas, ce qu'on devrait arriver par les pratiques quotidiennes en médecine chinoise. Alors, je sais, vous posez une question, on a simplement 1 heure, mais ça c'est pour le direct. Après, on va continuer tant que Jean Pellissier est là. Bon, on prendra... Parce que c'est merveilleux, vous êtes bien d'accord avec moi. Hein. On a l'impression de se coller et d'avoir une connexion directe à la sagesse. Et on est là en train de télécharger. Hein, de télécharger. Alors, ce que c'est important, c'est qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant avec ce que vous avez appris aujourd'hui. Parce que de la connaissance, je peux vous apporter des encyclopédies. Il y en a de l'information dedans. Donc ce que vous allez faire, c'est ça qui va faire la différence. Moi, depuis longtemps, alors avant que j'oublie, je veux faire cette parenthèse, c'est que je connais Jean Pellissier presque depuis 3 ans. Et il y a 2 ans que cette émission de radio, elle a débuté. Et Jean Pellissier, c'était quelqu'un qui a donné son support à cette émission. Il nous a donné des livres pour qu'on puisse les offrir aux auditeurs, aux auditrices qui appelaient, qui posaient des questions. Donc, sans jamais être interviewé, il a été quelqu'un qui a vraiment supporté cette émission et je remercie publiquement tout l'appui qui a été apporté à cette émission. Moi, surtout que je sens que vous avez la foi et l'âme de partager. Alors, foi et l'âme, c'est ça qui est vraiment génial. Et c'est ce sujet qu'assez souvent,
la médecine allopathique, même si je ne suis pas contre, parce que des fois on peut penser que je suis contre cette médecine, pas du tout. Je pense qu'il y a juste des changements et des réajustements à faire, mais on ne considère pas l'énergie et l'âme. Elle n'est pas dans l'équation. Alors une chose qui me plaît, c'est qu'on sait tous qu'on est habité par une âme, c'est pas notre tête qui nous rend des êtres vivants, on le sait tous. Mais après, l'admettre, mettre des mots, on a du mal. Pourtant, la médecine chinoise, elle considère cette perspective de l'existence. Elle la considère, et même à la limite, quand on va jusqu'au bout des choses, c'est évidemment une des choses les plus importantes que l'on puisse enseigner en médecine chinoise. Sauf que, à l'heure actuelle, en Chine, où ils sont devenus, à l'instar de leurs autoroutes et de leurs villes et de leur pollution, hyper matérialistes, et qu'on ne peut plus parler d'âme, que ce soit âme spirituelle ou âme corporelle, en Chine, sous peine tout simplement d'être censurés. Et donc, ils ont occulté la partie centrale de la médecine chinoise quand on va au fond des choses. Je vais sûrement, dans quelque temps, sortir un livre qui me tient très très à cœur sur la prévention d'Alzheimer. Et dans ce livre, c'est évidemment, pour comprendre Alzheimer, on ne peut pas le comprendre si on n'injecte pas dans cette compréhension ces notions d'âme spirituelle, d'âme corporelle. Alors, je vais essayer, c'est une véritable gageure, de vous parler de cela en 3-4 minutes. Vous savez que... 10. Quand... On a 10. On a 10. Waouh. Vous savez que la vie procède de ce qu'on pourrait appeler la dualité. Tout est duel en vous. La première dualité, c'est la première division cellulaire. À partir de là, on a ce que l'on appelle en médecine chinoise, plus ou moins galvaudé ou tout ça, le yin-yang. Et quel que soit le concept, ou quel que soit ce que vous pouvez imaginer, ne peut exister que si son opposé existe. C'est la définition même du yin-yang. Sauf qu'il y a une interaction complète entre ces deux opposés. Le jour, la nuit, le oui, le non, le temps. Vous avez posé la question une fois, qu'est-ce que le temps ? Le temps ne peut exister que parce qu'il y a un avant et un après. S'il n'y avait pas d'avant et pas d'après, il n'y aurait pas de temps. Et quand on va plus loin dans cette compréhension, dans cette méditation, on va comprendre que le temps n'existe que pendant notre période de vie, mais qu'après, au moment du passage et de la mort, il n'y aura plus le temps tel qu'on le conçoit à l'heure actuelle. C'est un autre problème. Donc, à partir de là, dans cette dualité, tout est duel. Et les Chinois traditionnels, les taoïstes, ont considéré, c'est un résumé de résumé, et que les puristes me pardonnent dans ce que je vais dire là, parce que il faut vraiment étayer tout ce que je vais vous dire, mais de façon la plus simple possible, peut-être simpliste, on va considérer que au moment de la conception et de votre naissance, il y a une âme qui va pénétrer à l'intérieur de vous. Mais à partir du moment où elle pénètre, cette âme, on considère qu'elle est duelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce que l'on appelle l'âme spirituelle. Je vous donne, les termes chinois, ce serait le hun. On dit que cette âme est logée au niveau du foie en médecine chinoise. C'est pour ça que le foie est tellement important à travers la médecine chinoise. Et on va considérer l'autre côté de l'âme, qui est l'âme corporelle. L'âme corporelle, on pourrait en donner une définition, ce sont tout ce qui se produit à votre insu dans votre corps. On a calculé, je ne me souviens plus exactement les chiffres, si on devait mettre ça en kilo-octets de travail au quotidien, notre conscient gérerait à peu près 100 ou 150 mégabits d'action informatique. Ce qui se passe à notre insu, ça serait 7 à 8 millions de mégabits. Il y a la multiplication cellulaire, les phénomènes de catabolisme, anabolisme, il y a tous les phénomènes spontanés de respiration. Tout cela, ça se fait à votre insu. Tout cela est auto-entretenu par ce que l'on appelle l'âme corporelle. L'âme corporelle sera le côté plutôt yin dans la dualité yin-yang, et l'âme spirituelle sera du côté yang. Un des grands buts de la médecine chinoise, c'est qu'une âme ne prenne pas le dessus par rapport à une autre. Par exemple, si vous avez autre chose très importante pour comprendre cette dualité entre l'âme, je reconnais que ce n'est pas très facile, mais il faut savoir que l'énergie des reins a comme rôle de conserver l'équilibre entre l'âme spirituelle et l'âme corporelle. Vous savez ce qu'est, entre autres, je dis bien un Alzheimer, eh bien, c'est l'énergie des reins qui est effondrée,
qui n'arrive plus à retenir l'âme spirituelle, le Hun, qui se détache du corps. Et en Chine, on appelle ça une demi-mort. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. La personne reste en vie parce que on appelle ça le po, l'âme corporelle, et là, elle est présente, elle continue à faire fonctionner la machine, etc., etc. Mais on sent très très bien que quand on est en phase d'un Alzheimer, il y a son esprit qui se détache et qui revient, et son Hun qui se détache et qui revient, jusqu'à se détacher complètement. Hein. Notre maître nous expliquait l'Alzheimer en disant que c'était une dépression très profonde, connue ou inconnue de la personne, et qui faisait qu'à la personne, à un certain moment, elle veut lâcher prise. Mais le lâcher-prise, comme elle a peur de la mort, elle reste encore attachée à la terre par l'âme corporelle, mais son âme spirituelle a commencé, elle n'est pas partie complètement, sinon ce serait le coma, etc., mais elle commence à se détacher du corps. Voilà. Ces notions d'âme spirituelle et d'âme corporelle sont directement liées au fonctionnement de nos organes internes et sont sous la dépendance au niveau de leur régularité de cette batterie des reins, de cette énergie des reins. On ne peut pas occulter cela quand on étudie les maladies mentales et émotionnelles. On peut comprendre toutes les pathologies mentales et émotionnelles, dépression y comprise, mais bien d'autres pathologies, en faisant rentrer ces notions d'âme corporelle, d'âme spirituelle. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que bon, moi j'en ai des questions, mais comme le temps est... Voilà, je vois qu'il y en a des questions. Thierry va nous aider, donc il y a Isabelle derrière qui a une question. Tu as toujours des questions, toi? Ah, alors c'est pas une question. Bon, alors c'est mieux, comme ça on va apprendre de toi. Je voulais juste dire par rapport à Alzheimer, mon papa avait Alzheimer, et je comprends tout à fait, je ressens tout à fait ce que vous dites, parce qu'en fait, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse le deuil de quelqu'un de vivant. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Tout à fait, et pour aller un peu plus loin... Faire le deuil de quelqu'un qui est encore là. Absolument, et quand vous êtes vraiment en contact avec un Alzheimer, vous savez, on dit que l'âme spirituelle, la nuit, c'est elle qui va, au travers, pas des rêves conscients que l'on a et qui sont rien d'autre que l'extériorisation de déséquilibre énergétique du corps, mais des rêves dont on ne se rappelle pas, c'est les prémonitions, les intuitions, etc. Tout ça est donné par le Hun, l'âme spirituelle, la nuit. Et on dit qu'après, dans la journée, le Hun va aux yeux. Les yeux, en médecine chinoise, c'est l'ouverture du foie. Il y a un lien direct entre les yeux et le foie. Tout ça, c'est passionnant, c'est d'ailleurs. Et quand on regarde dans les yeux un Alzheimer, on voit son âme. Et c'est passionnant de regarder tout cela. On ne peut le voir que si on a la connaissance de ce qui existe en dessous. Sinon, on ne peut pas donner de mots et de noms dessous. Mais quand on a cette compréhension-là, on comprend beaucoup, beaucoup de choses après. Merci Isabelle, merci Jean Pélissier. C'est très bon commentaire. Donc ça nous permet de comprendre encore mieux. Il y a d'autres questions parmi vous? Un à la fois, s'il vous plaît. Bon, alors je continue, c'est ça. Vous êtes bien dans l'avion et... Alors, Poupa, bon, la dernière fois, attention. Hein. Non, c'est pas la même cette fois-ci. Non, c'est pour parler plus généralement de la médecine chinoise. Vous n'avez pas parlé du tout ni du Tuina, ni des Moxa. Alors... Qui sont quand même, qui font partie de la médecine traditionnelle. Absolument. Demain, je vais animer dans cet endroit extraordinaire qui est c'est fabuleux, quoi, cet endroit. Je vais animer un stage de digitopuncture. Et dans ce stage, je vais expliquer qu'en réalité, que ce soit acupressing, Tuina, tout ce que vous voulez comme méthode, ça revient toujours au même. Se servir de ses mains au travers, non pas de la mécanique de ses doigts, mais comprendre comment le mental peut agir grâce... La main est juste un transfert, quoi, mais, comme moyen, mais c'est vraiment cette notion de chaîne, de mental, d'esprit et d'âme spirituelle qui va vous donner l'intuition de ce qu'il faut faire au niveau des traitements, que je vais aussi donner à expliquer aux gens demain. Quant au Moxa, en réalité, tout à l'heure je vous ai dit qu'en acupuncture, quand on avait les points proches, quand on servait de points au niveau de la poitrine, au niveau du dos, etc., c'est des points qu'on va chauffer. Alors on peut les chauffer directement au Moxa, ou alors on peut chauffer... Bon, il y a un grand point en Chine, tout taoïste, sur ce point doit avoir une petite cicatrice. C'est le point 36 estomac qui est un point qui régénère carrément l'organisme
et qui se situe en dessous du genou, sur le côté externe en dessous du genou. Et ce point-là, eh bien, ils avaient l'habitude, avec les moxa c'est de l'armoise qu'on enroule ou sous forme de bâtonnet, ou sous forme de bourre d'armoise, et on en forme un petit grain de riz comme ça, qu'on met directement sur la peau, et avec une baguette d'encens, on l'allume sur ce point-là, jusqu'à ce que ça fasse un flicten. Hein. Si vous voulez tout de suite aller en prison, il n'y a rien de mieux en Occident, ou d'avoir un procès avec 10 millions de dommages et intérêts. Eh bien, donc nous, on ne fait plus ça, on fait que des moxa indirects, c'est-à-dire qu'on va à distance et on chauffe le point, ou alors on peut mettre des moxa directement sur l'aiguille pour chauffer l'aiguille. Au travers de l'aiguille, on va augmenter. Faites attention, les moxa, ça fait circuler. C'est pas obligatoirement, on ne peut pas dire que ça tonifie vraiment, ça fait circuler le sang et l'énergie. Et évitez quand même de faire des moxa aux extrémités. C'est pas très très adapté. Ça sera plutôt des points proches. Hein, voilà. Alors pour cela, Jean Pellissier veut dire formez-vous avec des gens qui ont la connaissance de ce qu'ils font. Ne commencez à faire n'importe quoi, parce que bon, l'information elle est disponible et des fois on est tenté à aller appuyer faire, mais bon, c'est quand même des interrupteurs. Donc le corps, il faut savoir ce qu'on fait. Alors est-ce que tu as d'autres questions? Alors j'y vais poser la dernière question parce que je trouve que tout le monde aime cette question que Poupa, merci Poupa, il a posée lors de la première interview avec Jean Pellissier. C'est Poupa, il l'avait posé une question, je suis sûr que vous allez aimer. Il dit à médecine chinoise, on nous enseigne qu'il ne doit pas avoir des stagnations. Alors pourquoi, médecine chinoise, quand on parle de sexualité, on dit que l'éjaculation, elle doit être gérée autrement, c'est-à-dire on ne doit pas éjaculer, mais dans l'autre point, la médecine chinoise, il dit il ne faut pas stagner. Alors, vaste problème parce qu'en réalité, il faut savoir que dans les méthodes de prévention, la sexualité en tiendrait peut-être le premier plan, dans le sens où on fait tellement d'erreurs à ce niveau-là, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, je vais sortir tout un coffret là-dessus, pour expliquer avec les mots les plus simples, sans tomber dans des travers où on est obligé de faire des trucs pas possibles. Hein. Il faut savoir, tout simplement, j'ai retrouvé la dernière fois un livre passionnant de 1640 ou 1660 d'un médecin suisse, et donc on a ce bouquin-là sur l'onanisme, c'est-à-dire la masturbation. Et il expliquait, avec les mots il faut traduire le bouquin d'ancien français en nouveau français, toute la symptomatologie de vieillissement précoce que nous on donne en médecine chinoise traditionnelle. En ce moment, on vit quelque chose au niveau mondial par rapport à la sexualité. Attention, on peut faire, je vous mets tout de suite à l'aise et tranquillement, on peut faire l'amour 2-3 heures par jour, tous les jours. Hein. Ça, c'est pas arrêt d'avoir des rapports, bien au contraire, puisque c'est quelque chose qui peut carrément vous transcender et vous amener à faire circuler l'énergie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mondialement, avec Internet, etc., il n'y a pas un ado, il n'y a pas un jeune qui ne se masturbe pas devant un truc pornographique, devant son téléphone, ou etc. Et on va assister à une flopée, mais je vous dis bien une flopée, de cancer de la prostate, de vieillissement précoce, de chauves à 20-25 ans. Je ne parle pas de chauves à très tôt. Ça ne me dérange pas. Très tôt. Ça me dérange pas. Et toute une symptomatologie là qui se met en place, et d'hypertension artérielle, hein, et de sciatique, et de lumbago aigu, vous ne pouvez même pas vous imaginer, et ça on le comprend parce que ça épuise totalement le yin des reins. Hein. On va dans la voie du juste milieu en médecine chinoise. On vous le dit tout simplement. Si de temps en temps vous éjaculez, pourquoi pas, mais attention, si c'est très répétitif, vous allez vous épuiser. Et plus vous avancez en âge, au début, quand on a 15, 16, 17, 18, 20, 15, c'est beaucoup trop tôt. Mais quand on a 18, 20, 22 ans, votre corps a la capacité de tout de suite se régénérer. Par contre, à partir de 40, 50 ans, à chaque fois, ça lui pompe tellement d'énergie qu'il reste longtemps en coupure, d'abord, avec son partenaire. Pendant plusieurs jours, il n'y a plus rien qui se passe, plus d'envie, plus rien du tout, à cause justement de cette cassure qu'il y a. On a des techniques en médecine chinoise, dans le taoïsme, pour garder sa semence
sans obligatoirement l'éjecter, mais en la faisant circuler. Il ne faut pas qu'elle stagne dans le foyer inférieur au niveau des reins. Donc grâce à la respiration, on fait circuler cela. Et quand on a appris ces techniques, comme toute technique, il ne suffit pas de la visualiser, de la comprendre, il faut la pratiquer. Et la pratique, on obtient les résultats qu'au bout de 4, 5, 6 mois de pratique. Donc ce n'est pas en 2 jours, 3 jours qu'on va pouvoir. Mais quand on a cela en tête, on se dit, bon, ok, déjà, j'élimine tout acte individuel. Donc toute masturbation individuelle, c'est une perte inutile totale d'énergie. Ce qui est vrai, on peut en parler, ce qui est vrai chez l'homme, il est aussi vrai chez la femme, où il y a 2 types de sexualité, ce qu'on appelle la sexualité clitoridienne et vaginale. Et la sexualité clitoridienne à fond les manettes épuise totalement le yin des reins chez la femme. C'est une grande cause d'infection urinaire à répétition, etc., etc. Donc, il y a le pendant yin-yang chez l'homme et chez la femme, on arrive au même résultat de compréhension. Ce qu'il faut, c'est de trouver la voie du juste milieu. Et voilà, chose qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire réellement quand on papillonne, entre guillemets, surtout, parce que le pouvoir de l'excitation du mental fait qu'on ne peut plus mettre en œuvre à ce moment-là ces techniques qu'on appelle d'injaculation en médecine chinoise, etc. Donc, il ne faut pas se prendre la tête avec cela, il faut le comprendre et se dire, ok, eh bien, pourquoi pas. Bon, j'avais fait dans mon coffret Yang Sheng ou dans le livre Zhonglu ou prévention des cancers, j'en avais parlé énormément de cela. Il suffit de le comprendre, de le conceptualiser, et puis de se dire, je vais mettre ça petit à petit en marche, et puis je vois les résultats. Et après, on comprend comment on peut atteindre la longévité, totalement. Alors, je veux juste rajouter en parenthèse, il y a un autre problème dans notre société, c'est la masturbation mentale. Alors, il faut faire attention. Tout à fait d'accord avec toi. Alors là, il faut faire attention, parce que, bon, il n'y a pas d'éjaculation, mais ça épuise, je peux vous le dire. Alors, le sujet, il est passionnant, et Jean Pélissier, il met les bons mots, donc tout est en place. Il y a une dernière question qui me passionne, c'est personnel. Alors, comment Jean Pélissier se définirait à lui-même en quelques mots? Waouh! Il l'avait gardé pour la fin. Bon, vous l'avez remarqué comme un passionné. Passionné et en même temps gêné par rapport... j'ai très peur. Là, peut-être que je vais sortir un livre qui va avoir beaucoup de succès et tout. Et il ne faut pas avoir de peur. Mais... il faut trouver la bonne voie du juste milieu. Il ne faut pas trop se mettre en avant. Quand on se met trop en avant, de toute façon, j'ai un copain, un ami, très, très... c'est le professeur Joyeux. Et là, il vient de passer, à juste titre, un petit film très important sur les vaccins, sur la vaccination, etc. Mais il s'est tellement mis en avant qu'il y a un balancier. Et je lui ai dit, je vais le lui dire quand je vais le voir, qu'il va se mettre en place pour faire le contrepoids. Parce que, donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en réalité, je vais continuer à enseigner, je vais continuer à expliquer aux gens que rester en bonne santé, c'est pas si compliqué que cela, que je vais leur donner envie de pratiquer, ne serait-ce qu'en leur montrant qu'on peut effectivement faire plein de choses dans la vie et puis rester en bonne santé, quoi, rien que cela. Si j'étais ventripotent, etc., avec les doigts jaunes et tout, et que je vous parle de prévention, ça ne serait pas crédible. Donc, autant que faire se peut, je vais continuer à être crédible, et puis voilà, et puis c'est tout. Je déteste me mettre en avant. Voilà. Non, j'étais juste en train de mettre l'église au milieu du village. Alors, quel est le grand rêve à réaliser encore? Parce que quelqu'un qui a écrit des livres, qui a vendu beaucoup de livres, qui a connu beaucoup de monde, qui a enseigné des centaines de personnes, qui est tenu aujourd'hui par un sage, quels sont encore les projets, les rêves qui sont dans l'avenir de Jean Pélissier? Alors des rêves, bon, j'en ai, c'était évident. Avec mon épouse, on voudrait vraiment je veux faire quelque chose de très important à Ouagadougou, au Burkina, tant que c'est possible et tant que, de toute façon, ça sera possible, parce que je veux le faire, donc ça va réussir, quoi. Il y a tout qui se met en place.
on ne sait pas ce dont va être fait le lendemain, c'est très clair. Hein. Donc, moi, mon rêve, c'est de continuer à enseigner encore pendant 30 ans. 30, 40 ans, pourquoi pas? On ne sait jamais. Et après, là, j'avais fait... il faut être toujours à l'écoute de son âme. Hein. Le prochain livre que je vais écrire, donc ça va être sur Alzheimer, je pense que ça va être quelque chose de très très important. Et j'ai eu une idée, là, il y a quelques jours, j'avais parlé à ma femme, je lui ai dit, le prochain livre que j'écris, ça va être mon chemin de Compostelle, parce que j'ai fait tout le chemin de Compostelle, mais le Camino del Norte, pas celui qui passe par ici, justement, on l'a vu, et j'ai marché 800 km en 24 jours, uniquement en faisant donc 30-40 km tous les jours, uniquement en appliquant les règles de médecine chinoise au niveau de la gestion de tout. C'est passionnant d'ailleurs. Et je vais écrire un livre, Mon chemin de Compostelle, dans 3 ou 4 ans. Et je ne sais plus quel est cet académicien qui a fait exactement le même chemin que moi et qui a écrit son livre dessus. Et je l'ai lu, mais il a loupé toute la fin de son chemin. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'en réalité, c'est tellement spirituel ce chemin, ça vous met tellement face à vous-même que sa femme est venue le rejoindre la dernière semaine de la marche. Et donc il est passé à côté de tout parce qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il est arrivé à la cathédrale, etc., etc., etc. Voilà, un projet, c'est d'écrire ce bouquin. Voilà. Alors, Jean Pélissier nous parle de l'âme, de ses rêves. Est-ce que Jean Pélissier croit en Dieu? Croit en Dieu? Oui. Comme le nom de Dieu a 1000 noms différents, à partir du moment où je pourrais vous parler du grand architecte de l'univers, je pourrais vous parler de tout un tas de définitions, mais je pense qu'on ne peut pas parler de Dieu, parce qu'à partir du moment où on parle de Dieu, on le conceptualise, et si on le conceptualise, c'est plus Dieu, parce que Dieu, justement, est bien au-delà de compréhension possible. Donc, posez-moi la question, je crois en une continuité, à un au-delà, pas dans la dualité comme on nous l'enseigne, mais à une continuité, oui, ça je crois, évidemment. Alors, si on pourrait donner aujourd'hui, un peu gratuitement, un conseil à ceux qui sont là et à ceux qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce que Jean Pélissier aimerait faire passer comme un conseil? C'est simple. Hein. Respirer et pardonner. C'est très clair. Dans le sens où tout est fait pour que vous vous mettiez en apnée tout au long de la journée, que ce soit l'ordinateur, les tablettes, les machins, etc. Or, ce qui nous donne la force vitale, c'est la respiration, rien que l'énergie de l'air, etc. Donc, apprendre à vraiment respirer tout au long de la journée. Déjà, ça vous recharge. Et l'autre côté, le côté émotionnel, c'est que les gens sont, comme on dit à Marseille, hein, parce que je ne sais pas dit, sont cafis de colère. Et l'antipoison en médecine chinoise de la colère, c'est le pardon. Le pardon, sous-entendu aussi le non-jugement, parce que ça va de pair. Hein. Le non-jugement et le pardon vont faire que, à partir du moment où vous ne jugez pas, parce que quand vous jugez, surtout de façon négative, vous envoyez une onde négative qui va vous revenir en pleine figure, donc ça ne sert à rien. Et au contraire, quand quelqu'un... J'ai lu un livre passionnant de David Zeland, c'était... je ne me souviens plus du nom de ce livre, sur la théorie quantique. Il expliquait la chose suivante. Vous êtes dans une exposition de peinture, et puis vous commencez, et puis vous dites, mais comment on peut peindre cette atrocité-là? Mais si cette atrocité-là, c'est qu'elle plaît à la personne qui l'a peinte, et si elle continue à être là, c'est qu'elle plaît à d'autres vibrations, à d'autres personnes. Par contre, si vous commencez à dire comment on peut peindre quelque chose comme ça, c'est quelque chose de négatif que vous balancez. Ça ne vous plaît pas? Vous faites aucun jugement, vous passez, et vous passez à autre chose. Et cela, c'est aussi des méthodes de prévention qu'on apprend avec d'autres mots, nous, en médecine chinoise. Donc, respiration, pardon, et puis voilà. Alors, vous voyez, le pardon, c'est quelque chose de tellement facile pour tout le monde. Mais oui, comment ne pas enseigner de pardonner? Si vous voulez découvrir quelque chose qui est en liaison avec ce que Jean Pélissier est en train d'expliquer, il y a un travail de Dr Masaru Emoto qui a photographié les molécules de l'eau influencées par des différentes pensées, par des différentes façons. Alors, il va sûrement, avec son travail, parler à votre cerveau gauche et peut-être vous rassurer un peu, expliquant que si nos pensées ont une influence sur les structures de l'eau,
Imaginez, nous, on est fait entre 60 et 80% d'eau. Alors, qu'est-ce que nos pensées, cette fréquence peut faire à notre corps? Quelqu'un avait une question? Non. C'est Jean qui allait dire quelque chose, Jean Pellissier. Non, ben écoute, non, je t'ai entendu parler du cerveau gauche, cerveau droit. Peut-être, je pense qu'on est certaines prédestinations dans la vie. Et je pense que c'est mon ami Michel Odoul qui m'a... J'étais dans ma coquille à un moment, je faisais des salons et tout, j'écrivais mon livre, mais il m'a dit, Jean, t'as pas le droit de rester comme ça, je t'ai entendu parler, je t'ai entendu truc, tu viens, et c'est lui qui m'a obligé à faire son premier stage chez lui de diététique, c'était il y a quelques années, et donc c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé à découvrir, chacun d'entre nous a un don. Peut-être que le mien de don, c'est de passer du plus compliqué au plus simple, c'est-à-dire je lis des livres très très compliqués, je dis mais qu'est-ce que tu as voulu dire en quelques mots là? Et donc, c'est la capacité que j'ai de pouvoir, bien sûr, être trop réducteur. Après, il faut repartir de l'unicité vers une certaine multiplicité et puis faire des allers-retours. Et je t'entendais parler du cerveau droit, cerveau gauche. Je suis né gaucher. Hein, et donc, c'est mon cerveau droit qui travaille. Et le cerveau droit, c'est ce qui conceptualise, c'est ce qui a la vision profonde des choses, alors qu'un droitier, lui, va être dans la précision ultime, etc., etc. Donc, faire travailler trop son cerveau gauche. Et donc, j'aime bien ces notions-là de cerveau droit, cerveau gauche, qui ont toujours existé en médecine chinoise avec d'autres mots, d'autres noms, d'autres les latéralités, yin-yang, etc., côté gauche, côté droit, ça a toujours existé. Voilà, tes questions étaient très intéressantes, je te remercie beaucoup. Alors, est-ce que je pourrais dire que ce qui nous fait être là et profiter de ce moment, c'est la liaison qui se fait à travers notre cœur? Ah ben c'est évident, oui, absolument. Alors, j'espère que, déjà, je remercie vraiment Jean Pellissier pour être là. Merci à toi. Je vous remercie à vous, parce que sans vous, il n'y aurait pas de sens. Merci d'être là. Merci à ceux qui nous écoutent. Et sachez que moi, vraiment, je suis lié de mon corps au corps de tout le monde qui est ici, vraiment, parce qu'on ne fait que un. Et ça, bon, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Hein, et donc, je suis encore étonné de savoir qu'on fait que un. Vous voyez, c'est quand même une grande découverte. Et aujourd'hui, j'ai réalisé un rêve. Donc, je vous remercie pour partager ce rêve avec moi et je remercie à Jean Pellissier pour me donner le plaisir de l'avoir réalisé, c'est être à côté de lui et de pouvoir l'interviewer. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie de tout mon cœur. Au revoir.